Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Tsomet 67 enregistrée et diffusée depuis la ville qui ne dort jamais. J'ai cité Tel Aviv bien sûr, je suis David Sabat et vous allez être la prochaine demi-heure avec moi. J'espère que vous passez un excellent week-end. Le vent froid envahit le paysage français, mais ici le printemps aurait bel et bien commencé et nos températures avoisinent les 20 degrés dans quasiment toutes les villes d'Israël. Allez, suffit de vous faire envier et de jouer les Monsieur Météo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un parcours d'Aliyah réussi, celui de Sarah Barenbaum. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est venue à 17 ans et aujourd'hui à 25 ans, elle a cofondé une association qui aide à l'intégration des jeunes immigrants francophones qui s'appelle Integralia et elle a monté un coaching d'hébreu tout public et tout niveau. Les détails, c'est tout de suite dans Tsomet 67. Et c'est le moment de notre émission de recevoir notre invitée du jour. Elle s'appelle Sarah Barenbaum et Sarah Barenbaum est un peu une personne qu'on peut appeler une sioniste engagée. Alors ça fait un peu peur comme terme, mais on va vous l'expliquer tout de suite. On voudrait dans un premier temps qu'elle nous raconte son parcours, comment elle est venue, déjà quel âge elle a, un peu plus sur sa vie et ensuite parler de ce qu'elle fait en ce moment, du coaching d'hébreu en Israël. On va en parler tout de suite avec elle. Bonjour Sarah Barenbaum. Bonjour David, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Alors vu qu'en hébreu on ne se vous voit pas, il y a que du tutoiement, alors on va se tutoyer Sarah. Pas de problème, je marche à 100%. Alors on va reprendre ton parcours depuis le début, depuis ton arrivée en Israël. Déjà, t'as quel âge ? Quand est-ce que t'es monté en Israël ? Pourquoi t'as fait ta Aliyah ? Est-ce que tu as fait ta Aliyah seule, en famille ? Toutes ces questions. Alors, aujourd'hui j'ai 25 ans et je suis arrivée en Israël il y a un peu plus de 7 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai passé mon enfance à Paris et j'étais aussi membre du mouvement de jeunesse à Shomer Hatzair. Donc c'est vraiment là que j'ai reçu une éducation sioniste et que mon lien avec Israël s'est créé et puis par la suite renforcé. Je suis partie donc à l'âge de 17 ans, juste après l'obtention de mon bac, avec deux amis du mouvement de jeunesse. On a étudié pendant 1 an l'hébreu sur le campus de l'université de Tel Aviv, dans le cadre d'un programme Massa. Et puis très rapidement, même si les débuts ont été très difficiles, parce que si ça vous intéresse, vous me poserez... En quoi c'est difficile le début ? C'est la langue, le manque ? Alors je vais parler en mon nom parce que je pense que chaque personne a un parcours différent, quitte des choses différentes en France et donc est exposée à des manques différents et des difficultés différentes une fois arrivée en Israël. Pour moi, ce qui a été très dur, déjà, c'est que mes parents étaient plutôt contre le fait que je parte en Israël. Donc j'ai passé 2 ans avant de faire mon aliyah à les convaincre au lieu de me préparer moi psychologiquement et mentalement aux difficultés. Et si vous voulez, quand je suis arrivée en Israël, j'avais 17 ans, j'étais finalement très jeune. J'avais jamais quitté le cocon familial pour quelque chose d'aussi long et d'aussi important. J'ai reçu une grosse claque dans la figure. On arrive, on n'est pas à l'hôtel, on n'est plus touriste. On dormait dans les méonotes, c'est-à-dire les dortoirs de l'université qui n'avaient pas été rénovés depuis 1948, en plein mois d'août, sans clim. Je pensais me retrouver avec des gens qui allaient me ressembler, des Européens, sionistes, jeunes comme moi. Je me suis retrouvée dans une classe à l'Ulpan avec des Soudanais, des Russes qui étaient déjà là depuis 3 ans mais qui voulaient améliorer leur hébreu. Donc si vous voulez, tout ce que je pensais avant d'arriver était finalement très différent et je me suis pris une vraie claque. Le Israeli Dream, en fait, il n'y en a pas. Alors, c'est aussi, je vais un peu contredire ce que tu viens de dire, David. Quand on arrive jeune, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi un avantage qui est essentiel. Quand on arrive jeune, si vous voulez, on a peu d'attentes. On s'est pas trop préparé, on s'est pas trop posé de questions sur les difficultés, les obstacles qu'on allait rencontrer. Si vous voulez, j'avais peu d'illusions, peu de rêves et d'illusions avant d'arriver, donc j'ai pas eu beaucoup de désillusions. Le seul gros problème, ça a été l'écart, si vous voulez, entre les conditions de vie dans lesquelles je vivais en France et celles que j'ai trouvées en arrivant ici. Et puis, soudainement aussi, j'ai compris ce que ça représentait d'être éloigné de sa famille et livré à soi-même à un âge très jeune. Il y a un moment où tu t'es dit, je rentre, j'abandonne. Comment tu persévères dans ces cas-là ?
Alors, pendant 1 mois et demi, j'ai eu une phase très très compliquée. J'ai perdu 5 kilos. Si ça t'intéresse, c'est beaucoup en 1 mois et demi. Il y a des régimes qui sont plus efficaces que d'autres. Voilà, faites votre alia. Et en fait, qu'est-ce qui m'a aidée? Déjà, ma mère, qui était très contre mon alia quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, m'a poussée et m'a dit d'essayer, que j'allais être trop déçue de moi-même si je tentais pas l'aventure dont j'avais rêvé depuis des années. Et donc le soutien de mes parents, malgré tout, et puis une force qu'on trouve en nous et qui nous prouve qu'on a grandi. Et c'est ça, Israël, ça fait grandir. Et j'ai grandi dès mon premier mois lorsque je suis arrivée. J'ai trouvé cette force en moi de continuer, d'essayer. Et en fait, très rapidement, la magie d'Israël a opéré sur moi, puisque 2 mois après, je suis rentrée pour les fêtes à Paris. C'était les fêtes de Rosh Hashanah. Et j'étais déjà certaine que j'avais envie au moins de finir mon programme Massa et sûrement de rester après et même d'aller à l'armée. Au bout d'1 an, est-ce que tu maîtrisais l'hébreu et qu'est-ce que tu as fait juste après cette première année d'intégration dans ton programme Massa? Alors, est-ce qu'après 1 an, je maîtrisais l'hébreu? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas une réponse prête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mon programme Massa, c'était un Ulpan intensif, donc j'étudiais 5 jours par semaine, 5 heures par jour l'hébreu pendant 10 mois, c'est beaucoup. À la fin de mon programme Massa, puisque je l'avais aussi combiné, je travaillais pendant Massa, donc je mettais tout de suite en pratique ce que j'apprenais à l'Ulpan. J'avais l'impression de me débrouiller, hein. J'étais une élève très scolaire, j'avais toujours un petit carnet sur moi pour noter les nouveaux mots que j'entendais dans la rue, etc. Je faisais beaucoup d'efforts, mais quelques mois après Massa, je suis rentrée à l'armée, et là j'ai reçu une deuxième claque dans la figure, puisque la langue qu'on utilise à l'armée est très différente de celle qu'on apprend à l'Ulpan. Oui, on part quoi en raccourci, Il y a plein de mots qui sont uniquement utilisés dans le cadre de l'armée. J'étais qu'avec des jeunes qui utilisent beaucoup de slang, d'argot. Moi, j'avais appris un hébreu finalement très très propre, très scolaire. J'avais un niveau de langue paradoxalement parfois plus élevé que certains jeunes qui étaient avec moi, et je maîtrisais pas l'hébreu de tous les jours. Donc l'armée, ça a été un deuxième choc, mais ça aussi on l'a surmonté. Justement, à l'armée, c'était quoi ta fonction? T'étais où dans l'armée précisément? Alors j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai été recrutée par l'unité du porte-parole de Tsahal, qui gère la communication de l'armée vis-à-vis notamment de l'étranger. J'ai été recrutée au sein de cette unité pour créer les réseaux sociaux de Tsahal en français. En fait, c'est à ce moment-là que Tsahal a pris conscience qu'il fallait être acteur, communiquer aussi sur Internet et pas seulement en hébreu, qu'il fallait communiquer en anglais, en français, en russe, en arabe, en espagnol, et tout ça a été créé au moment où je suis arrivée. On a lancé pendant mon service un site officiel d'information, mais qui avait aussi une valeur encyclopédique avec plein d'informations sur l'armée, une page Facebook, un compte sur Twitter, Instagram, et toutes les autres choses, YouTube, ont bien évidemment suivi. Tu as fait ça pendant combien de temps à l'armée? Alors j'ai servi en tant qu'israélienne, donc j'étais tenue de faire un service de 2 ans, mais j'ai énormément aimé mon travail à l'armée. J'étais responsable de mon équipe, et donc j'ai signé un peu plus de temps. Je suis restée 2 ans et demi. Et depuis? Alors depuis, j'ai fait beaucoup de choses. La première chose, c'est que après l'armée, j'ai fait un voyage comme tout Israélien qui se respecte. Je suis partie quelque temps aux États-Unis pour faire un road trip avec un copain de l'armée. J'ai commencé mes études et fini mes études l'an dernier de sciences politiques à EDC, c'est une école Herzliya. Et parallèlement aussi, comme tout étudiant israélien qui se respecte, je travaillais pour arrondir mes fins de mois. Donc j'ai d'abord été journaliste chez I24 au site web. Et puis, je suis retournée au domaine que j'aime le plus, c'est l'accompagnement des jeunes. Et donc, depuis 1 an et demi, je coordonne des programmes Massa sur Tel Aviv. Donc, je connais 80% de la jeunesse francophone C'est exactement ça, c'est une plaque tournante. Et en fait, je suis très connectée à cette plaque tournante par le biais d'une troisième chose qui est devenue la chose la plus importante aujourd'hui de mes activités. C'est une association que j'ai créée avec des copains qui ont aussi fait leur Aliyah de France il y a 6-7 ans comme moi, qui s'appelle Integralia, et notre objectif, c'est d'aider par tous les moyens possibles, d'aider justement les jeunes francophones à s'intégrer en Israël. On le fait par plein de moyens différents. On a arpenté tout Israël, on a été à la rencontre de centaines de jeunes pour comprendre où étaient les besoins, où étaient les manques à combler. Et l'une des choses principales qu'on a identifiées, c'est le problème de l'hébreu.
ces jeunes qui ne parviennent pas à surmonter l'obstacle de la langue. Et en fait, ça crée des problèmes dans tous les domaines. À l'armée, ils ont pas accès aux positions qu'ils aimeraient avoir. Pendant les études, ils n'arrivent pas à avoir des bonnes notes ou à même être acceptés dans certaines universités. Au niveau du travail aussi, quand ils vont chercher à s'insérer dans le milieu professionnel, ils vont avoir accès finalement qu'à 10% des offres d'emploi, celles où on peut le travailler en en anglais ou en français. Donc nous, on essaye vraiment de travailler sur ce problème de la langue. Et l'une des choses qu'on a créées pour parer à ce problème, c'est une méthode de coaching d'hébreu. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? L'objectif de cette méthode, qui est un complément à l'Ulpan traditionnel, c'est, si vous voulez, de débloquer la parole, de permettre aux jeunes d'apprendre rapidement et efficacement l'hébreu dont ils ont besoin au quotidien pour se débrouiller et pour vivre vraiment en Israël, pas comme des touristes, mais comme des Israéliens. C'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, on peut dire qu'Integralia, c'est un peu l'intégration du jeune par le jeune. Et finalement, c'est quoi les méthodes de coaching que vous utilisez qui seraient différentes de l'Ulpan classique que les gens font en arrivant en Israël? Alors, avant de vous expliquer mes méthodes, je vais déjà vous dire en quoi je vois que c'est complètement différent d'un Ulpan traditionnel. C'est tout simple, la preuve, c'est tout simplement que la plupart de nos élèves ont suivi ou suivent en ce moment même un Ulpan traditionnel intensif dans les Ulpan gouvernementaux qui sont proposés en Israël et qui combinent ça avec nos cours de coaching, nos cours de pratique, parce qu'ils sentent que sans ces cours de pratique, la connaissance et les mots qu'ils apprennent restent, j'appelle ça sec, yavesh en hébreu, c'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas. Ça reste dans un cahier, c'est écrit noir sur blanc, mais ça sort jamais de leur bouche, d'accord? Nous, nos méthodes, déjà, la première chose, c'est de jamais faire un cours magistral. Nos cours portent toujours sur un thème qui a un rapport avec la vie quotidienne. Ça peut être faire ses courses, cuisiner, se préparer à un entretien d'embauche, exprimer ses émotions, expliquer où vous avez mal lorsque vous allez chez le médecin, mais aussi des thèmes qui sont liés à la culture israélienne, puisqu'on veut que les jeunes aient aussi de quoi parler avec les Israéliens. Donc on leur parle de séries, on leur parle de chansons, on leur parle d'émissions de télé, on leur parle des derniers articles qui ont fait le buzz en Israël. Et au niveau de la forme change à chaque cours. Ça peut être des mises en situation, des micro-trottoirs dans la rue, on va directement interroger les Israéliens, des simulations, des visionnages de sketchs, de stand-up, des traductions de chansons, des débats. Et nous, vraiment, on est persuadés que dès le début de l'apprentissage de l'hébreu, même quand vous êtes en Kita Aleph, c'est-à-dire le niveau débutant, il faut tout de suite mettre en pratique. Et nous, on ramène les jeunes dans nos cours et on les fait parler dès le début. Les cours ne sont qu'en hébreu, vous n'avez pas le choix. Pendant 1h30, vous ne parlez que l'hébreu et vous n'entendez que de l'hébreu. Vous devez vous jeter à l'eau. C'est un peu une méthode qui découle un peu de vos différentes expériences personnelles finalement, parce que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis très scolaire et j'ai adoré l'Ulpan traditionnel. J'ai très bien appris comme ça. Mais je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit, avec la claque que je me suis prise, la première fois que j'ai travaillé en hébreu, et je pensais que je maîtrisais l'hébreu. Mais en fait, il me manquait plein de mots du quotidien. Et quand je suis rentrée à l'armée, encore une fois, je pensais maîtriser l'hébreu et je me suis rendu compte que je parlais pas la langue dont j'avais besoin au quotidien à l'armée. Je me suis rendu compte que la pratique, c'était un complément qui était nécessaire. Ok, c'est pas un substitut à l'Ulpan, mais c'est un complément qui est obligatoire. Et je m'en suis aussi rendu compte par le biais de mon association avec tous les jeunes que j'ai rencontrés, qui passaient vraiment, pour une grande partie d'entre eux, 70% de leur temps à l'Ulpan, et qui me disaient: Sarah, je n'arrive pas à parler. C'est-à-dire, je suis à l'Ulpan, je sors de l'Ulpan, je n'arrive pas à me débrouiller dans le bus, j'arrive pas à me débrouiller au supermarché. Et j'ai mis en place avec eux cette méthode. Et d'ailleurs, mon premier groupe venait comme ça bénévolement, spontanément. On a fait une première session comme ça, un cycle de cours de 4 mois. Et ils ont tellement accroché à la méthode et ça leur a fait tellement de bien que le dernier cours, en fait, je les ai amenés au théâtre en hébreu. On a été voir un best-seller du théâtre israélien, Casablan, le tout en hébreu, et en fait je leur ai surtout donné confiance en eux. S'il y a des Olim qui attendent 10 ans avant de tenter l'expérience théâtre ou ciné, eux, après 4 mois en Israël, je les ai pris par la main, je les ai emmenés au théâtre et on a compris ensemble et ils se sont dit: j'ai accès à la culture ici, je vais pas rester toute ma vie un immigré illettré. Oui, ça, l'autre objectif derrière tout ça, c'est évidemment de les intéresser et de les faire identifier à la culture israélienne. Est-ce que c'est quoi, selon toi, le moyen de pouvoir devenir, en tout cas 100% israélien? Alors, la première chose, c'est l'hébreu.
je vous le dis. Et vraiment, c'était pas forcément mon combat il y a 6 ans quand je suis arrivée, et ça l'est devenu, puisque l'hébreu permet une intégration dans tous les domaines, culturel, professionnel, à l'université. Sans l'hébreu, vous êtes complètement bloqué. Et la deuxième chose, c'est une attitude. Moi, je pense que en Israël, pour se sentir bien, pas seulement pour réussir professionnellement, mais pour se sentir bien, il faut adopter une attitude, il faut être ouvert, il faut comprendre que on va pas retrouver la même chose. Ce qu'on avait en France, on va pas nécessairement le retrouver en Israël. Il faut pas chercher à retrouver les mêmes choses, mais chercher les autres choses, les plus, les choses différentes qu'Israël a à offrir. Il faut vraiment se lever tous les matins et être ouvert. Ne pas regarder l'Israélien d'un mauvais œil et de se dire que c'est quelqu'un qui crie tout le temps, qui est mal poli et qui va vouloir vous arnaquer, mais essayer de voir le beau, le yofi, qu'il y a dans la vie ici. Ça demande vraiment un effort et un effort sur le plan culturel, mais il faut le faire. C'est quoi les écueils du coup à éviter aussi pour rater son intégration? On va dire qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour pouvoir quelles sont les choses à éviter pour qui peuvent freiner l'intégration d'une personne ici en Israël? Ok, alors beaucoup de gens pensent, et je suis pas d'accord avec eux, qu'il faut absolument éviter les Français. Vous êtes Français en Israël, il faut tout de suite chercher les Israéliens, ne traîner qu'avec des Israéliens, n'étudier qu'avec des Israéliens, ne sortir qu'avec des Israéliens. C'est pas nécessairement le conseil que je donne. J'en donnerai 2. Encore une fois, le premier, c'est d'apprendre l'hébreu, pas seulement pour être qu'avec des Israéliens, mais pour avoir cette possibilité, pour avoir cette option. Ça veut dire que si vous tombez sur un Israélien qui est top ou sur un job en hébreu qui est top, vous avez l'option d'y aller. Ça veut pas dire que si vous tombez sur un travail en anglais ou en français qui est top, vous devez le refuser. Ça, c'est très important. Moi, je veux que tout le monde ait tout l'éventail de possibilités et ne se ferme pas des portes. La deuxième chose, c'est s'entourer de gens bien, et il y en a une tonne en Israël, et c'est vrai que le fait de venir vivre en Israël, quel que soit votre âge, c'est l'occasion d'un nouveau départ, c'est l'occasion de se recréer un cercle d'amis, de faire le ménage et de s'entourer que de gens bien, qui veulent votre bien et qui vont finalement devenir une deuxième famille. Et je pense que ça, c'est vraiment un des piliers du bien-être et du bien se sentir en Israël. Sarah Barenbaum, je rappelle que tu es cofondatrice d'une association qui aide à l'intégration des jeunes Olim qui s'appelle Integralia, et que maintenant vous venez de démarrer du coaching d'hébreu. Alors à qui ça s'adresse précisément? Quel est le type de public? Dans quelle ville? Est-ce qu'on peut avoir tous ces petits détails, ces informations très pratiques? Alors, si on a commencé, notre travail a commencé d'abord uniquement auprès des jeunes. Notre coaching d'hébreu s'adresse à tout le monde dans nos cours. On a des jeunes, des adultes, des personnes âgées. D'ailleurs, on met souvent tout le monde ensemble et ça crée une interaction très, très, très sympathique et très intéressante. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les niveaux, puisque la pratique doit se démarrer au tout début de votre apprentissage de l'hébreu. On est pour le moment actif principalement sur Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, à Natania et dans la région de Bar Ilan. Pour avoir plus d'informations, il faut nous chercher sur Facebook, Integralia, communauté de jeunes olim sionistes engagés, ou bien par mail, Integralia, INTEGRALIAH, coaching, COACHING, @gmail.com, et vous serez directement en contact avec nous et vous recevrez toutes les informations dont vous avez besoin. On manquera pas de donner toutes ces informations à nos auditeurs, de le mettre évidemment aussi sur notre page Facebook et la page de notre site internet de Radio Judaïka Strasbourg. Sarah Barenbaum, quelque chose à rajouter? Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir donné un peu d'Israël si vous êtes en France actuellement, et on vous attend nombreux ici.